Ah, d'accord, merci. Mes chers collègues, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je vous prie d'excuser la présidente Yaël Braun-Pivet, qui ne peut pas être présente parmi nous, mais qui m'a demandé de la suppléer. Donc, je vais faire en sorte de la suppléer au mieux. Lors de sa réunion du 24 octobre 2018, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, le CEC, a inscrit à son programme de travail une évaluation de l'accès à l'enseignement supérieur demandée par le groupe socialiste et apparenté et sollicitée sur le fondement de l'article L. 132.5 du Code de juridiction financière. L'assistance de la Cour des comptes, dont le rapport lui a été présenté le 27 février 2020 par Madame Sophie Moati, présidente de la 3e Chambre. Les rapporteurs du CEC, Monsieur Régis Juanico et Madame Nathalie Sarl, se sont alors saisis des analyses de la Cour et ont mené leurs propres travaux avant de publier leurs conclusions le 22 juillet 2020. Le 20 octobre 2022, le CEC a décidé de lancer un suivi des conclusions de ce dernier rapport qu'il a confié à M. Thomas Cazenave, membre du groupe Renaissance, et à M. Hendrik Davy, membre du groupe LFI-NUPES. Messieurs les rapporteurs, je vous passe la parole dans l'ordre qui vous convient. Merci Madame la Présidente. Je crois, chers collègues, c'est moi qui officie sur les diapositives impaires. Chers collègues, l'accompagnement des lycéens dans le processus d'orientation est un levier essentiel de lutte contre les déterminismes socioculturels et pour l'égalité des chances. La politique publique de l'orientation doit être un chantier prioritaire de notre pays. Or, nous le savons, les résultats ne sont pas à la hauteur des enjeux en la matière. En 2020, nos collègues Nathalie Sarl et Régis Juanico avaient été chargés par le CEC de présenter un rapport sur ces questions qui les avait amenés à étudier le fonctionnement de la plateforme Parcoursup, encore très récente, ainsi que les dispositifs institués par la loi ORE. Ils avaient formulé 14 propositions visant aussi bien à améliorer l'accompagnement à l'orientation des lycéens que le fonctionnement de la plateforme. 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi ORE et le lancement de Parcoursup, les critiques sont toujours vives, malgré d'importantes évolutions visant à améliorer le fonctionnement de la plateforme. Nos propres conclusions ne sont pas éloignées de celles de nos anciens collègues, tant le panorama reste complexe, avec des acteurs toujours aussi nombreux. Leur action reste grandement illisible, car elle manque d'un cadre national établi. Elle manque également d'objectifs clairs. Bonjour, chers collègues. En préambule, je voudrais rappeler que le service public de l'orientation a en fait un rôle particulièrement difficile à jouer puisqu'il est à l'intersection de 3 choses. D'abord, le souhait des lycéens et des étudiants en termes d'orientation, les besoins en aval de qualification, et puis au milieu, l'offre actuelle de formation. Et en fait, la mise en adéquation de tout cela n'est pas aisée. Néanmoins, on peut faire le constat partagé d'un gâchis collectif, même si l'orientation ne peut pas tout. Pour l'instant, le service public tel qu'il est organisé, en tout cas, n'est pas complètement satisfaisant. La loi ORE avait pour objectif d'améliorer la réussite des étudiants et d'achever et de poursuivre, je dirais même, la démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est un sujet majeur quand 90% des lycéens d'une classe d'âge obtiennent le baccalauréat, mais que seulement 30% des étudiants réussissent du premier coup leur première année de licence. Or, les réformes du lycée et du baccalauréat se sont inscrites dans cette démarche qui supposait de renforcer en amont l'accompagnement à l'orientation des futurs étudiants afin de les mettre en condition de construire eux-mêmes leur orientation, de mûrir leur choix et de faire une réalité du continuum -3+3 qui était inscrite dans la loi depuis déjà 2013. Au terme du Code de l'éducation, l'orientation, c'est donc un droit qui fait partie du droit à l'éducation comme tel, un processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale, un parcours individuel d'information et de découverte inscrit dans la durée qui court tout au long de la scolarité de la 6e à la terminale. Et la principale préoccupation que nous avons eue de la part des différents acteurs quand nous les avons rencontrés, c'est qu'il y a de nombreux acteurs et que pour l'instant, leur relation, leur interrelation est pas tout à fait satisfaisante. Rappelons les acteurs. D'abord, au sein même de l'éducation nationale, l'architecture du dispositif est complexe puisqu'on a au sein du rectorat de région une délégation de région académique à l'information et à l'orientation. Au niveau du rectorat d'académie, un service
académique de l'information et de l'orientation, qui est censé piloter la politique académique et qui assure la délégation aussi régionale de l'ONICEP. Et au sein des établissements scolaires, qui jouent aussi un rôle dans l'orientation, on a d'abord les chefs d'établissement, c'est leur mission principale, mais on a eu aussi les professeurs principaux qui ont vu leur rôle renforcé en 2018. Et puis, la loi a rajouté des professeurs référents, en fait, qui sont nouveaux acteurs apparus à la rentrée 2021 et qui assurent un accompagnement pédagogique individuel. Enfin, il y a évidemment les psychologues de l'éducation nationale, qui sont anciennement, on appelait ça les conseillers d'orientation psychologues, qui sont historiquement ceux qui sont chargés d'accompagner individuellement les élèves, mais ils sont aussi chargés d'accompagner collectivement les professeurs, mais dont le nombre est assurément insuffisant. Enfin, depuis 1989, l'ensemble des enseignants ont, parmi leurs obligations de service, normalement la mission d'accompagnement à l'orientation. Et enfin, si ce n'était pas déjà assez compliqué comme ça, l'enseignement supérieur a également pour mission d'accompagner à l'orientation. On a pu s'en rendre compte, on en rediscutera peut-être, notamment dans le cadre des territoires d'innovation pédagogique. Et beaucoup d'universités ont pris énormément d'initiatives pour accompagner à l'orientation. Enfin, c'est pas ma faute, c'est loin. Enfin, l'ONICEP, qui est l'opérateur historique de l'orientation, a vu, lui, son rôle profondément bouleversé depuis les changements intervenus dans l'organisation institutionnelle en 2018, qui ont renforcé le rôle des régions. Nous y reviendrons. Il est en train de se réinventer, de se repositionner pour garantir une information nationale exhaustive pour les élèves. Enfin, le secteur privé est également maintenant un acteur majeur de l'orientation, avec, au travers évidemment de la découverte des métiers. Et de multiples acteurs privés sont aussi présents à différents niveaux institutionnels, agissant en partenariat avec les régions ou en délégation. Indispensable, le rôle de ces acteurs privés a aussi pour effet de complexifier le panorama. La situation est telle que les autorités académiques sont donc dans l'incapacité de savoir qui intervient dans les établissements et quel est leur ressort. Et donc, le principal problème, c'est que faute d'une véritable stratégie nationale pilotée, coordonnée, les agendas de tous ces acteurs ne coïncident pas toujours et la connaissance qu'ils ont les uns des autres est encore insuffisante. Alors, les régions ont vu leur rôle étoffé en 2018, quand leur a été confiée la possibilité d'organiser des actions d'information sur les métiers et les formations. Un cadre national de référence a été conclu en 2019 avec l'État pour la répartition de leurs rôles respectifs, l'État gardant sa compétence nationale au niveau de la définition et de la mise en œuvre de la politique nationale d'orientation, les régions inscrivant leur action dans le cadre du service public régional de l'orientation. À la date du rapport de juillet 2020, la mise en œuvre de la nouvelle mission des régions en matière d'information sur l'orientation n'en était qu'à ses prémices. Toutes les régions se sont aujourd'hui saisies de leurs nouvelles compétences, mais de très nombreuses différences existent dans les modalités selon lesquelles elles exercent, les axes qu'elles privilégient, les budgets et les moyens très variables qu'elles y consacrent, les actions qu'elles mettent en œuvre dans les EPLE. Les régions sont insatisfaites du cadre juridique. Elles considèrent que la loi n'a pas été au bout de sa logique et qu'elles n'ont pas les moyens qui leur permettraient de mettre en œuvre, comme elles l'entendent, les compétences qui leur ont été dévolues. Dans le livre blanc qu'elles ont adopté en 2022, elles revendiquent de se voir confier l'intégralité de la compétence orientation et transférer les moyens afférents. Alors, quand nous avons auditionné les différents acteurs, ils nous ont fait remarquer que sur le terrain, les initiatives régionales foisonnent. Elles sont très diverses selon les moyens mis en œuvre, mais il est difficile en réalité d'en évaluer l'efficacité. Ce qui apparaît néanmoins est une critique certaine de la part de plusieurs observateurs. Les lycéens constatent que ces déséquilibres entre régions induisent de fortes inégalités territoriales dans l'accès à l'information. Les parents jugent que le bilan de la réforme est globalement négatif, que l'information que les régions transmettent est parfois indigente. Les chefs d'établissement indiquent majoritairement un manque de coordination de la part des régions dans les actions qu'elles mettent en œuvre. Et les autorités académiques jugent parfois difficile de s'accorder avec les régions sur les objectifs partagés. En parallèle, concernant les relations avec l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, le fameux continuum -3+3, on sous-entend clairement que le secondaire et le supérieur partagent une responsabilité dans l'accompagnement des lycéens et des étudiants. Pour autant, le constat général que nous avons pu avoir avec les auditions, c'est que ces deux mondes s'ignorent encore assez largement. Les enseignants des lycées méconnaissent encore profondément l'enseignement supérieur et son fonctionnement, et inversement, le niveau de méconnaissance de l'enseignement secondaire chez les enseignants du supérieur est tel qu'ils n'ont pas encore assimilé, par exemple, la réforme du lycée. Inévitablement, l'accompagnement des lycéens et des étudiants en pâtit.
Alors, au sein des établissements, l'accompagnement des élèves est aussi hétérogène qu'insuffisant. Le constat que porte l'ensemble des observateurs, de l'inspection générale comme des sociologues, est identique. Il y a un fort décalage entre la finalité du parcours à venir et la réalité du terrain. En vertu du principe d'autonomie des EPLE, les établissements et les enseignants ont toute liberté pour développer les actions qu'ils estiment pertinentes pour accompagner les élèves dans leur orientation. Or, celle-ci est rarement une priorité des établissements. 4 sur 10 seulement ont inscrit le parcours à venir dans leur projet d'établissement, sachant qu'un établissement sur 2 ne l'a pas formalisé. En d'autres termes, malgré les circulaires de la DGESCO et autres chartes et documents d'accompagnement des établissements, l'orientation reste le parent pauvre de la politique des établissements. Plusieurs facteurs contribuent à expliquer cette situation: la lourdeur des programmes scolaires, le manque de formation des enseignants, le manque de moyens. À cet égard, la question des 54 heures consacrées à l'orientation est emblématique. Officiellement, les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé selon leurs besoins, mis en œuvre par les membres de l'équipe éducative et les acteurs extérieurs pouvant être mandatés par les régions. Cet accompagnement est censé être défini dans le volet orientation du projet d'établissement, lui-même inscrit dans le cadre du plan académique établi en lien avec la région. Mais comme le relève l'inspection générale, les priorités et les actions en la matière sont rarement formalisées, ce qui ressort souvent une absence de politique globale et de démarche structurée visant à inscrire les élèves dans une dynamique d'orientation progressive. Peu de conseils pédagogiques, l'essentiel des actions étant calé sur le calendrier académique. Le plus souvent, la politique d'orientation se résume à un catalogue d'actions ponctuelles et de rendez-vous plus ou moins formels, parfois préparés avec les fédérations de parents d'élèves, voire avec les collectivités, notamment les régions. Elle repose largement, en l'absence de réflexion collective et de programmes d'action clairement définis, sur l'initiative individuelle et l'engagement de certains professeurs. Tous les témoignages recueillis confirment cette analyse. Un tiers des lycées n'ont finalement pas d'horaire dédié à l'orientation. Dans ceux qui consacrent des heures à l'orientation, la situation est très variable. Les autorités académiques ne peuvent qu'inciter les établissements à prendre conscience de l'importance de cette question. Pour les personnels enseignants, ces horaires ne sont pas budgétés, donc n'existent pas. Leur métier est d'enseigner des disciplines et non de faire de l'orientation pour laquelle il y a des professionnels qui doivent intervenir sur d'autres créneaux que ceux consacrés au programme. Or, il est essentiel que les enseignants incarnent cette mission. Ils sont des prescripteurs importants au contact des élèves. Or, justement, un des problèmes, c'est que les enseignants sont trop peu formés aux enjeux de l'orientation. 2 arguments ont été fréquemment entendus qui jouent sur la qualité de l'accompagnement des élèves. D'abord, cette mission ne serait pas de la compétence des enseignants, qui, par manque de formation, se sentent en outre souvent illégitimes à entrer sur ce terrain. Le manque de formation explique en partie leur réticence. En réalité, cette mission relève de leur responsabilité, puisque l'aide à l'orientation figure dans le répertoire des métiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que dans le dictionnaire des compétences. Cependant, la formation initiale des professeurs fait peu de place à cette question. D'autre part, les les psychologues de l'éducation nationale, sont les seuls personnels de l'éducation nationale pour lesquels il est prévu une formation initiale qui leur assure une connaissance des problématiques permettant l'accompagnement des élèves. En outre, la formation continue reste pour l'heure encore non obligatoire. Malgré les recommandations du Grenelle de l'éducation, il fait peu de place à la thématique de l'accompagnement des élèves et dans leur parcours d'orientation. Même si le nombre de journées de formation continue consacrées à ce thème semble aujourd'hui croître sensiblement, il reste faible par rapport aux besoins. Le décalage est donc net entre la nécessité de renforcer l'accompagnement à l'orientation des élèves et la réalité de terrain qui montre des enseignants peu disposés, mal formés, s'estimant incompétents et illégitimes, privilégiant leur discipline alors même qu'il s'agit d'une mission relevant de leurs compétences. Par ailleurs, le nombre et le rôle des psychologues de l'éducation nationale fait débat. Partagés entre les CIO et les établissements, ils sont trop peu nombreux pour assurer un suivi individualisé des élèves et leur tâche, notamment depuis la pandémie, a eu tendance à se recentrer sur la dimension psychologique de leur métier au détriment de l'aspect orientation. Alors, concernant l'ONICEP, il s'agit d'un opérateur historique de l'information sur l'orientation. Son rôle a été fortement impacté par la loi de 2018 dans la mesure où une partie de ses personnels a été transférée aux régions. L'Office en a profité pour repenser ses missions afin de pouvoir continuer à informer et délivrer à tous les publics une information fiable et exhaustive sur les professions, les formations et les qualifications, et accompagner les jeunes et leurs familles en mettant à leur disposition des outils leur permettant d'acquérir les compétences à s'orienter. Nous avons noté une certaine crispation des régions vis-à-vis de l'évolution de l'ONICEP, qu'elle voit comme un outil de recentralisation
à rebours de l'esprit de la loi. Nous avons également entendu le souhait des associations de parents d'élèves de voir l'ONISEP conserver ses prérogatives et ses moyens afin de garantir une information nationale homogène sur le territoire. Alors, tout le processus d'orientation se déroule dans un contexte dans lequel l'orientation est toujours fortement conditionnée par un certain nombre de déterminants socioculturels qui sont particulièrement prégnants dans notre pays et sans doute plus que dans d'autres. Les inégalités de performance scolaire sont fortes et ne se réduisent hélas pas. En premier lieu, les familles restent les premiers prescripteurs, malgré leur faible connaissance des processus d'orientation, bien loin devant les professionnels de l'orientation. Cela induit des biais dans les choix et entretient des phénomènes de reproduction sociale. Les inégalités de diplôme et de trajectoire professionnelle. S'y ajoutent de fortes inégalités territoriales aussi, visibles entre les régions ou selon les contextes géographiques. Les choix d'orientation sont ainsi différents selon le type de commune, urbaine, dense ou non, rurale, éloignée ou non des centres urbains, selon l'offre locale d'enseignement supérieur. Autant de facteurs qui ont un impact sur la projection des jeunes, leur mobilité et qui est socialement discriminée. Le type de territoire a aussi une grande importance en termes de réussite et de parcours scolaire et renforce les déterminants individuels et socioculturels. Le genre est un autre facteur déterminant de l'orientation. De fortes différences sont visibles selon le sexe dans le choix d'orientation et dans la projection des élèves vers des formations et des filières professionnelles. Enfin, les phénomènes d'autocensure sont importants, les différents déterminismes s'additionnant au point que les dispositifs construits pour les contrebalancer ne jouent pas pleinement leur rôle. Les cordées de la réussite semblent par exemple plus bénéficier aux élèves motivés des classes moyennes scolarisées dans les établissements populaires que comme un véritable levier d'égalité des chances ou au profit des élèves les plus défavorisés. Alors, depuis qu'elle a été lancée, la plateforme Parcoursup est l'objet de vives critiques. Pour autant, il convient de garder présent à l'esprit qu'il ne s'agit qu'un outil d'appariement qui nécessite un accompagnement des élèves par les professeurs tout au long du processus. Parcoursup a été instauré dans un objectif d'équité, de transparence et de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. De ce point de vue, nous constatons que Parcoursup propose aujourd'hui une information sur les formations de l'enseignement supérieur proche de l'exhaustivité, que si cela reste perfectible, de nombreuses améliorations ont été apportées en 5 ans quant à la qualité de l'information proposée sur les filières, les conditions et les débouchés, que les performances de la plateforme sont chaque année meilleures, notamment en termes de délai de réponse. À ce jour, près de 90% des candidats ont d'ores et déjà reçu une réponse 15 jours après la clôture de la phase d'admission. Et enfin, nous constatons que l'accompagnement des candidats tout au long de la procédure par la plateforme et par les commissions d'accès à l'enseignement supérieur au niveau des rectorats est effectif et permet d'en laisser très peu en dehors de toute solution, 160 à la fin de la procédure l'an dernier. Un certain nombre de candidats n'acceptent pas les propositions qui leur sont faites pour diverses raisons. Autres projets en parallèle, entrée dans la vie active, départ à l'étranger, découragement aussi dû à la longueur de la procédure. Malgré cela, la perception des bacheliers reste pour le moins mitigée. Parcoursup est à la fois considéré comme utile, mais comme en témoigne le sondage annuel réalisé par le ministère, à l'évidence, la transparence de l'information ne suffit pas, notamment pour contrebalancer le poids des déterminants socioculturels qui ont aussi un impact sur la manière dont elle est perçue et gérée. Il est donc crucial d'accompagner mieux les élèves tout au long du processus. Si Parcoursup cristallise les angoisses et les critiques, c'est surtout car les élèves se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, faisant face à une procédure intrinsèquement stressante. Une des principales conclusions, c'est que la procédure notamment demeure très stressante pour les étudiants et leurs familles. En outre, malgré les évolutions, elle est jugée de moins en moins claire et de moins en moins fiable, et moins personnalisée, moins transparente, voire moins juste. Malgré les améliorations apportées en termes de délai, le calendrier de terminale est unanimement jugé intenable. Le dernier trimestre est sacrifié en termes d'apprentissage, compte tenu des dates d'épreuves de spécialité, des délais d'inscription sur la plateforme et de la mobilisation qu'elle suppose. À l'évidence, est mise ici en évidence, ici aussi l'importance de la connaissance des mécanismes pour la compréhension de la procédure et la perception qu'en ont les intéressés. À ce sujet, plus que la plateforme nationale, c'est le fonctionnement des commissions d'examen des vœux qui est au cœur du questionnement. Les lycéens considèrent par exemple qu'il n'est pas normal que les algorithmes décident de notre avenir. De ce point de vue, joue encore le manque d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier dû à la méconnaissance qu'ont eux-mêmes les enseignants de la plateforme malgré les informations dont ils sont destinataires. Alors, nos auditions ont mis en évidence la nécessité de travailler dans quelques directions pour enfin réussir à enrayer l'impossibilité dans laquelle se trouvent
le dispositif d'orientation a pesé sur les déterminants. Il convient tout d'abord de préciser le rôle respectif des différents acteurs. En ce sens, l'association Régions de France revendique que soit achevé le transfert des moyens humains et budgétaires pour avoir l'intégralité de la compétence orientation professionnelle. Il nous paraît au contraire indispensable que cette compétence reste à l'éducation nationale. La réduction des inégalités sociales et territoriales d'orientation suppose la définition d'un socle d'objectifs nationaux communs. Si la politique nationale de l'orientation doit évidemment être mise en œuvre en tenant compte des particularités régionales, cela ne peut être que sur la base d'enjeux nationaux clairement précisés, au risque sinon d'un adéquationnisme de l'orientation qui serait problématique. La politique nationale de l'orientation ne doit pas être davantage décentralisée, l'éducation nationale est et doit en rester le pivot opérationnel. Un pilotage national doit être institué qui coordonne la procédure et les acteurs. Notre première proposition porte en conséquence sur la création d'un délégué interministériel qui serait notamment chargé de piloter l'ONICEP et de gérer les programmes à venir. Par ailleurs, les textes doivent à l'évidence être clarifiés et complétés. Nous estimons que seul un document cadre définissant la politique publique de l'orientation sera de nature à lancer la dynamique nécessaire. L'effectivité de l'accompagnement des élèves passe par un renforcement de la formation des enseignants. Nous proposons notamment la mise en place d'un module dédié dans la formation initiale de tous les enseignants et que les professeurs principaux au cœur du dispositif se voient proposer chaque année une offre de formation initiale à l'orientation. Comme nous l'avons rappelé, l'orientation est un droit. Il n'est pas admissible que les conditions de son exercice soient aussi inégales sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle, en cohérence avec notre proposition de faire de l'orientation une véritable politique publique, nous proposons d'inscrire l'obligation horaire dans les emplois du temps et que les 144 heures annuelles soient prises en compte dans la dotation horaire globale des EPLE et budgétées. Je rajoute un point sur la formation. Ce qui nous a été dit aussi, c'est qu'il faut que les professeurs qui partent en formation, que ce soit sur la question de l'orientation ou sur d'autres types de formations, soient remplacés. Sinon, c'est un frein. En fait, s'ils ne sont pas remplacés, c'est un frein pour qu'ils puissent exercer leur droit à la formation. Alors, comme nous l'avons évoqué, un certain nombre de questions se posent sur l'action des acteurs extérieurs qui interviennent dans les établissements. Cette intervention est nécessaire, car les enseignants ne peuvent avoir une connaissance exhaustive des formations de l'enseignement supérieur, des filières professionnelles, des entreprises et des métiers, telles qu'elles permettent aux lycéens d'être parfaitement informés et orientés. Néanmoins, il convient que ces orientations, ces interventions se fassent de manière coordonnée avec les établissements, en cohérence avec les objectifs définis par la politique nationale de l'orientation. Il s'agit d'éviter un certain nombre de dérives qui ont pu être observées, par exemple de la part d'entreprises intervenant dans des lycées professionnels ou d'acteurs cherchant à promouvoir leurs services de coaching. L'accompagnement à l'orientation des jeunes doit respecter une éthique et une déontologie, être désintéressé et viser à ouvrir le champ des possibles des élèves pour contrer les effets des déterminismes sociaux. C'est la raison pour laquelle nous proposons que les intervenants extérieurs soient titulaires d'un label et n'interviennent dans les EPLE que dans le cadre d'opérations coordonnées avec les équipes pédagogiques définies en cohérence avec les besoins identifiés. Malgré les améliorations qui y sont portées, un certain nombre de questions méritent d'être abordées pour rendre la procédure aussi Parcoursup plus acceptable. Quelques éléments de procédure méritent d'être questionnés, tels que la lettre motivée jointe au dossier de candidature, dont l'utilité en fait semble souvent relative. Surtout, elle ajoute au caractère stressant de la procédure dans la mesure où il s'agit d'un exercice socialement discriminé, fortement chronophage et au pire moment pour les lycéens de terminale. Ensuite, la fiche à venir transmise par les lycées au CEV, dans laquelle figurent les appréciations de l'équipe pédagogique quant à la capacité de l'élève à réussir, laisse les candidats dans l'ignorance de ce qu'on pense d'eux. Cette incertitude est un facteur de stress inutile. Nous proposons donc notamment que ces aspects soient revus et que la fiche à venir soit accessible aux candidats dans sa version intégrale dès sa transmission aux établissements d'enseignement supérieur. Ensuite, il faut absolument mener une réflexion sur le dernier trimestre de l'année de terminale, que la réforme du lycée a fortement impacté, comme d'ailleurs cela a impacté aussi le baccalauréat. Enfin, et c'est ce qui me semble aussi le plus important, il est nécessaire de réaliser une cartographie rigoureuse des filières en tension. Elle doit être établie afin de pouvoir allouer, le cas échéant, les moyens aux secteurs dans lesquels ils font défaut. Dans un souci de meilleure transparence, il s'agit aussi d'objectiver le degré de tension dans ces filières pour, in fine, également objectiver les procédures de sélection qu'elles instaurent. En fait, si Parcoursup est tant décrié, c'est souvent que des étudiants ne trouvent pas de place dans des filières qu'ils souhaitent,
Parfois, c'est peut-être normal puisque c'est des filières qui n'ont pas vocation à être très pourvues. Mais il y a des fois où ces filières nécessitent d'être mieux pourvues puisque en réalité, on a les métiers qui vont derrière, notamment on manque de médecins. Donc en réalité, cette cartographie des filières en tension est extrêmement importante pour résoudre le problème de l'orientation. Enfin, Parcoursup offre une visibilité importante à l'enseignement supérieur privé, qui a cru près de 10% les dernières années. Ce n'est pas anormal dès lors qu'il s'agit de formations dont la qualité est dûment reconnue. Mais pour autant, un certain nombre de questions se posent dès lors que les établissements de l'enseignement supérieur public sont soumis à des exigences spécifiques, tenant notamment à l'adossement à l'enseignement et à la recherche, de l'enseignement à la recherche. Et France Université s'est inquiété de la visibilité excessive donnée au secteur privé de l'enseignement supérieur et a demandé un moratoire pour la délivrance des labels aux formations privées de premier cycle. La DGCCRF a pu constater de son côté un certain nombre de manquements à leurs obligations contractuelles de la part des établissements privés. C'est pour ça que nous proposons un contrôle strict par l'État des formations présentes sur Parcoursup. Enfin, l'accès des chercheurs aux données de Parcoursup est une exigence qui reste encore mal satisfaite. Nous avons pu nous en rendre compte dans les auditions de chercheurs, qui peinaient quand même à utiliser les données normalement publiques. Même si des progrès sont intervenus, les chercheurs restent encore soumis à de fortes contraintes et à des difficultés qui entravent leurs travaux. Cette recommandation réitérée depuis plusieurs années par le CESP doit être satisfaite. De la même manière, nous recommandons à la suite des préconisations constantes du CESP et de nombreux observateurs de supprimer la distinction entre filières sélectives et filières non sélectives. Enfin, plusieurs dispositifs institués par la loi ORE pour aider à la réussite des étudiants méritent d'être consolidés. Pensons notamment au WICI, qui se caractérise encore par une grande hétérogénéité sur le terrain. Elles restent par ailleurs fragiles dans leur structuration et leur financement. Nous attirons l'attention sur la nécessité de les conforter. Pour conclure, notre politique en matière d'orientation souffre d'un manque de cohérence dû à l'absence de stratégie nationale. De nombreux acteurs agissent, mais les rôles de chacun sont confus. Il n'existe pas aujourd'hui de pilotage de la politique nationale. En conséquence, les élèves sont peu ou mal accompagnés dans leur orientation, ce qui accentue les déterminismes et nous empêche de lutter efficacement contre les inégalités à la racine. Nous proposons donc de fixer une politique publique d'orientation avec des objectifs clairement définis et dont l'accomplissement peut être évalué. Cette politique sera dirigée par une personne responsable. Au contact des élèves, l'accompagnement sera assuré par des professeurs formés au sujet de l'orientation et des intervenants extérieurs qualifiés qui leur donneront des conseils avisés. Nous pourrons alors répondre aux souhaits des élèves et aux besoins du pays en qualification. Nous pourrons enfin lutter efficacement pour l'égalité des chances et offrir les mêmes opportunités à chaque élève du pays. Et puis peut-être pour conclure avec mon collègue Hendrik Davy, remercier chaleureusement les administrateurs qui nous ont accompagnés, M. Maisonneuve et M. Delmas, dans ce travail conséquent. Combien d'auditions je ne sais plus exactement, mais 75 personnes. Donc 75 personnes entendues. Voilà. Très bien. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Chudeau, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Merci aux collègues pour cette très belle présentation, très claire, très synthétique. Et bravo pour ce travail fouillé. Bon, je suis l'auteur d'une proposition de loi visant à supprimer Parcoursup et à restaurer le baccalauréat dans sa fonction de... Il y a quelque chose qui ne va pas ? Je l'avoue un peu couvert parce que la climatisation me donne le rhume, excusez-moi. Mais bon, donc je reviens à ce que je disais. Je suis l'auteur d'une PPL visant à supprimer Parcoursup et à rétablir le baccalauréat dans sa fonction initiale de premier diplôme de l'enseignement supérieur. Donc tout ce que vous dites apporte d'une certaine manière de l'eau à mon moulin. Nous arrivons aux mêmes conclusions. Le système est gigantesque, il est confus, il est... Et en fait, il est inefficace. Ce que je constate pour l'orientation post-bac, c'est qu'il y a un glissement de responsabilité. Et ça, c'est très préoccupant. Autrefois, l'orientation post-bac était de la responsabilité des lycées. Ce sont les professeurs de lycée qui, d'une certaine manière, montraient aux élèves, individuellement et collectivement, ce que pouvait être leur chance de réussite dans l'enseignement supérieur, l'endroit où ils devaient aller en fonction de leurs résultats, de leurs capacités, de leurs projets et de leur potentiel. Ceci a été largement abandonné au bénéfice d'une sorte de privatisation de l'orientation. Parcoursup est une affaire privée. Vous le dites très bien, 82% des élèves prennent conseil
auprès de leur famille, lesquels n'ont aucune compétence pour vraiment les conseiller, et sont un peu livrés aussi à une marchandisation du processus d'orientation, comme vous l'avez souligné largement. Hein, la création de nombreuses entreprises de coaching SIC, qui ont vu là une aubaine, montre bien qu'il y a là un grave défaut. Moi, je pense sincèrement qu'il faut que l'enseignement secondaire reprenne sa part de responsabilité, avec le SUP, bien sûr, en lien avec eux, mais dans l'orientation des élèves, c'est-à-dire dans la guidance. Ce sont encore des élèves, il faut les amener dans la voie qui peut être la voie de la réussite. L'institution doit reprendre ses responsabilités en matière de pilotage. Vous demandez pour la 9e fois, après la Cour des comptes, que les 54 heures d'orientation soient enfin obligatoires. Mais c'est presque un scandale qu'elle ne le soit pas. Ça n'est pas, la DGESCO, le ministre ont la responsabilité de mettre cela en œuvre. Ils ne l'ont pas fait. D'une certaine manière, c'est assez coupable. C'est pas une commission de contrôle ici, c'est une commission d'évaluation, mais ça fait quand même des années que c'est dit. Il y a quand même des choses qui sont étonnantes. La formation des professeurs. Vous avez raison, Monsieur Davy, mais il y a 2 professeurs principaux en terminale. Ils sont bien payés, ils sont rémunérés pour ça. Je veux dire, il ne faut pas exagérer non plus, mais ils sont rémunérés correctement pour cette fonction. Et donc, ils reçoivent forcément, ils ont le devoir de se former. Moi, je n'aime pas trop le discours qui consiste à dire que les profs ne sont pas formés pour quelque chose. Un professeur, c'est un cadre très supérieur qui est capable très rapidement de se mettre au niveau des responsabilités qui lui sont confiées et pour lesquelles il est souvent volontaire. Les professeurs principaux sont souvent volontaires en terminale. Donc, moi, je pense effectivement qu'il faut renforcer leur formation. Mais là aussi, ça n'est pas piloté. Que font les proviseurs? Que font les inspecteurs d'académie? Enfin, c'est quand même pas très compliqué. Je l'ai été, donc je sais de quoi je parle. Ensuite, le baccalauréat, totalement absent de l'orientation, il ne sert plus à rien. Ça a été dit, Parcoursup a tué le bac, puisque, pour des raisons de calendrier et de structure même du nouveau bac Blanquer, en mars, grosso modo, la messe est dite. Et donc, ceci a tué le baccalauréat, qui ne sert plus à rien. C'est-à-dire que ni la qualité du baccalauréat, ni la qualité des résultats, ni même les mentions ne sont prises en compte dans Parcoursup. Ne peuvent pas l'être mécaniquement, puisque l'orientation est pratiquement arrêtée avant le baccalauréat, qui a lieu ces jours-ci. Donc ça, c'est un problème. Que reste-t-il de ce diplôme national? Vous parlez de politique nationale, je suis d'accord avec vous. Un pilotage national, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais nous avons un diplôme national qui est dévalorisé, qui ne sert plus à rien, et qu'à mon avis, nous ferions bien de réintégrer dans le processus d'orientation. Voilà, merci beaucoup. Madame Violent, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, bravo effectivement pour la qualité de votre travail et la richesse non seulement des informations qu'on y trouve, mais des recommandations que vous faites. Alors moi, j'aurais simplement une question et puis une remarque. Peut-être je vais commencer par la remarque. Vous insistez beaucoup sur les psychologues de l'éducation nationale. Et vous l'avez dit, Monsieur Davy, ces derniers temps, ils ont été certainement beaucoup plus préoccupés par les enjeux psychologiques, voire cliniques, de cette population qui, effectivement, ne va pas très bien et va encore moins bien depuis la Covid. Il y a un chiffre qui est tombé aujourd'hui, 13% des enfants, manifestement, ont des problèmes, auraient des troubles mentaux. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a de toute façon, malheureusement, un ensemble de jeunes qui ne va pas bien du tout, et ça ne va pas aller manifestement en s'arrangeant si on n'a pas les dispositifs qui permettent de leur venir en aide. Donc simplement pouvoir distinguer la composante clinicienne de ces psychologues qui pourraient être chargés de cette prise en charge clinique de la dimension d'orientation. Un psychologue de l'éducation nationale n'est pas un psychologue clinicien. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'en termes de compétences, les spécialisés de la psychologie clinique pourraient prendre en charge ces jeunes-là. Ça veut dire des dispositifs autres ou élargir le dispositif Mon Psy. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça pourrait être une piste. Et puis surtout, ça libérerait les psychologues de l'éducation nationale qui seraient totalement dédiés à l'orientation et qui leur permettraient d'avoir davantage de temps pour cela. Ça, c'est une remarque. Une autre, moi je voudrais saluer aussi, alors on n'est pas directement dans l'accès, c'est de l'accès, c'est pas de l'orientation, mais c'est de l'accès aux dispositifs de campus connectés qui ont permis quand même d'avoir accès justement à l'enseignement supérieur. Vous l'avez dit à un moment donné, les disparités selon les catégories socio-professionnelles, les campus connectés ont quand même permis de permettre à des jeunes qui étaient éloignés de la possibilité de s'éloigner de chez eux, de pouvoir avoir accès à des études supérieures. Donc c'est quand même un dispositif qui est à saluer.
Je veux juste revenir sur la remarque de mon collègue. Très, très sincèrement, la valorisation des professeurs principaux n'est pas suffisante. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est des vraies responsabilités et je pense qu'il y a vraiment, là je plaide vraiment leur cause parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale et je pense que c'est important de pouvoir les valoriser davantage. Alors ma question, elle est plus en termes de calendrier, c'est-à-dire que vos recommandations effectivement sont pertinentes et ambitieuses. Comment vous envisagez cela pour la rentrée 2023, je pense que c'est déjà fait de toute façon, puisque les résultats Parcoursup sont tombés. L'année prochaine, on est bon pour mars 2024 ? Je réponds. Merci en tout cas pour vos retours. Juste sur d'abord Parcoursup, le baccalauréat. Moi aussi, je suis auteur d'une proposition de loi, alors plus générale, sur l'enseignement supérieur, dans lequel je propose la suppression de Parcoursup. Mais en réalité, le problème n'est pas la plateforme en tant que telle. Et là, je rejoins mon collègue. La question de la plateforme, bon, il y a des problèmes sur des dégâts collatéraux sur le bac. Ça, vous avez raison. Mais le problème de la plateforme, c'est pas tant ça que le manque de moyens ou le problème d'adéquation avec entre l'offre. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. En gros, on a le souhait des lycéens, le besoin en qualification, et au milieu, on a l'offre actuelle de formation. Et le problème, c'est que si on supprime Parcoursup et qu'on change rien au bac, du coup, on va se retrouver avec trop d'élèves. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de... Parce que le taux d'encadrement, on le dit aussi dans le rapport, a chuté parce qu'il y a le nombre d'élèves à augmenter dans le supérieur massivement. C'est 1 million, je crois, en plus. Et il n'y a pas eu autant d'augmentation en termes de maîtres de conférences et de professeurs. Même, il y a une diminution. J'ai regardé les chiffres là récemment, là, une diminution depuis 2000. Donc, je pense que on fait jouer à Parcoursup en fait le rôle de bouc émissaire d'un système global. Voilà. Donc ma réponse est plutôt celle-ci. Il faut essayer de réfléchir à l'ensemble du trinôme, soit des lycéens, besoins en qualification et offre de formation, et essayer de mieux organiser tout ça. Ensuite, donc du coup, sur l'année de terminale et le bac, oui, il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes. C'est-à-dire qu'on a un système sélectif maintenant avec Parcoursup et un autre système qui est le bac. Et les deux sont voilà, c'est quand même difficile de faire coexister les deux. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que si on était qualifié pour faire des études supérieures, ça veut dire qu'on avait eu le baccalauréat. Il faut que le baccalauréat ait cette vraie valeur, d'être qualifié pour faire des études supérieures. À ce moment-là, normalement, on doit avoir une place dans les études supérieures. Voilà. Bon, ça, c'était une première réponse. Ensuite, sur les psychologues de l'éducation nationale et la question que vous avez posée. Oui, on est bien conscient du problème. En plus, ça recoupe un problème de recrutement des psychologues de l'éducation nationale entre des statutaires et des contractuels. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on a eu plutôt des recrutements, si j'ai bien compris, de contractuels qui, du coup, venaient plutôt de la clinique et qui étaient plutôt à l'aise avec la question, évidemment, du soutien psychologique, mais moins bien formés, moins bien à l'aise sur la question de l'orientation. Donc, il y a bien à réfléchir à avoir des psychologues de l'éducation nationale qui ont la mission d'orientation et des psychologues de l'éducation nationale qui ont plutôt le rôle de suivi, à mon avis, psychologique. C'est peut-être deux métiers différents. Néanmoins, il ne faudrait pas... un des problèmes qu'ils ont, c'est qu'en réalité, d'autres services publics ont été mis en difficulté, notamment les centres médico-psychologiques, qui ne sont pas assez maintenant pourvus. Si vous voulez une place en CMP actuellement, c'est 6 mois d'attente quand vous avez un enfant qui a un problème. Donc, le problème, c'est que dans ces histoires de services publics, c'est pareil pour les pompiers et les urgences. C'est-à-dire que quand les services publics dysfonctionnent, c'est des vases communicants en chaîne. Donc, il ne faudrait pas croire qu'en multipliant les psychologues de l'éducation nationale, on pourrait pallier le manque de psychologues en dehors pour les enfants. Donc, je pense qu'il faut les augmenter massivement dans les écoles, notamment pour qu'ils reprennent pleinement leur rôle de conseiller d'orientation et qu'ils accompagnent les professeurs collectivement aussi, parce que je pense que les professeurs ont besoin d'être accompagnés collectivement. Voilà, c'était les éléments de réponse que j'avais à donner. Oui, peut-être juste pour compléter la réponse de mon collègue, moi, autant on se rejoint sur le constat, l'éclatement, l'inefficacité, autant moi je suis convaincu que la suppression de la plateforme ne répondrait rien aux difficultés que l'on a mis en évidence dans le rapport. Pourquoi ? C'est à la fois l'angoisse, le stress et les critiques sur la plateforme qu'on a bien entendues. C'est aussi le symptôme, tout le manque de préparation en amont. C'est quand on se retrouve qu'on met des enfants tout d'un coup devant cette échéance où il faut exprimer des choix, prendre en main la plateforme, et que ce parcours de réflexion préalable, d'accompagnement n'a pas eu lieu, alors oui, forcément, c'est un moment très stressant auquel on n'est pas préparé. Donc moi, je pense qu'il faut sortir d'une vision étroite autour de la plateforme,
Et ce qu'on a essayé de faire autour plutôt d'une évaluation du parcours d'orientation. Et c'est là que le bât blesse, je crois, plus que sur les fonctionnalités de la plateforme, dont on a vu d'ailleurs qu'elle a été enrichie ces dernières années. Je vous rejoins sur les 54 heures. Nous, c'est un constat commun. On est convaincu qu'il faut aller beaucoup plus loin et l'inscrire en dur dans l'emploi du temps. Et puis, chers collègues, vous dire que je partage à 200% votre interrogation sur les psy-EN, ce qu'a d'ailleurs dit à un moment évoqué mon collègue Davy en disant c'est peut-être deux métiers différents. Moi, je crois qu'il y a, et moi, c'est un peu notre conviction. Donc, dans la rédaction, vous verrez, dans le rapport, parce qu'il a fallu converger sur la rédaction du rapport, vous savez ce que c'est, les rapporteurs estiment nécessaire un audit sur la cohérence des missions et les besoins en psy-EN sur tout le territoire. Il y a une réflexion sur sont-ils assez nombreux, mais surtout, est-ce que c'est le même métier que faire un accompagnement d'enfants en fragilité, en difficulté psychologique, de celle qui est absolument aussi indispensable, c'est construire un parcours au long cours. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on en passe par cette réflexion-là, même sur les métiers que recouvre ce terme, cette fonction de psy-EN. Merci, messieurs les rapporteurs, pour la qualité de vos travaux. Vous avez noté un certain nombre de failles, de manquements. En même temps, vous faites des propositions intéressantes pour y remédier et vous montrez, si tant est que cela soit encore nécessaire, l'intérêt de conduire ce type d'évaluation au sein de notre comité. C'est extrêmement important pour nous de disposer de ces évaluations parce que ce sont des vraies sources de progression et donc c'est précieux pour notre rôle non seulement de législateur mais aussi de contrôle des politiques publiques et des dispositions législatives que nous prenons. Donc merci et bravo pour ce travail. Chers collègues, sauf objection de votre part, je vous propose d'autoriser la publication de ce rapport. Il n'y a pas d'objection, il en est donc décidé ainsi et je vous remercie beaucoup. Merci.